Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ces numéros Entretien. Comme vous le savez, Entretien reçoit pour vous, chers téléspectateurs, quelqu'un qui va avec nous parler de la situation dans le pays, un sujet brillant de l'actualité. Et pour ce faire, nous avons reçu sur ces plateaux, ou nous recevons sur ces plateaux pour vous, et effectivement, un expert en développement. Il est acteur de la société civile. Et il est très connu dans ce milieu et on l'appelle Norbert Yamba-Yamba. Norbert Yamba-Yamba, bonsoir. Bonsoir. À part cette présentation, on peut vous présenter comment Non, cette présentation suffit parce qu'on entre pendant les logiciels des étiquettes qui visiblement a complètement détruit le pays, quoi. Donc il faut se montrer humble et j'estime qu'au travers les actes qu'on peut pouvoir apprécier les niveaux de tout et chacun. Voilà, merci. Mais avec Norbert Yamba-Yamba, nous allons nous entretenir sur deux sujets qui font l'actualité dans notre pays. Comme vous le savez, le budget qui est au niveau du Parlement, discussion au niveau du Parlement, c'est le premier sujet de cet entretien. Le deuxième sujet, comme je vous ai dit, qu'il est acteur de la société civile, un expert en développement. Donc, c'est maintenant la société civile qui voudrait faire partie de la structure qui organise les élections dans notre pays. Alors, le premier sujet étant le budget. Comment voyez-vous ce budget? Est-ce que pour vous, de la société civile, c'est un budget qui est vraiment un budget qui répond aux préoccupations des citoyens parce qu'on a déclaré cette année sociale. Donc, c'est aussi un budget social pour vous. Merci d'abord pour l'opportunité que vous m'offrez pour participer à cette émission qui relève d'un entretien. Je dois vous avouer que j'ai des petites observations. La première observation, c'est que le budget, c'est donc un document qui traduit la volonté du gouvernement en chiffres qu'il donne dans les différents secteurs de la vie nationale. L'idée, c'est de pouvoir satisfaire les besoins de la population. Mais lorsqu'on a une vision, lorsqu'on veut où aller, on sait où aller, je crois que la première des choses, c'est de faire en sorte que cet outil qui est discuté généralement au Parlement soit visiblement mis à la disposition de tous les citoyens. C'est-à-dire, le draft doit circuler dans les sites du gouvernement pour qu'on donne l'occasion aux différents acteurs, non seulement des acteurs étatiques parlementaires qui ont la responsabilité de pouvoir faire les analyses ou de critiquer ces budgets, mais aussi aux acteurs sociaux qui sont la société civile. Parce qu'aujourd'hui, quand on est en train de discuter de toutes ces questions, on a besoin d'écouter les uns les autres, les acteurs étatiques, les acteurs non étatiques, pour qu'on fasse un budget qui correspondrait à la situation réelle de notre pays et qui répondrait aux préoccupations de notre pays. Il me semble qu'on n'est pas très avancé par rapport à cette logique de bonne gouvernance. On remet le draft, j'allais dire l'avant-projet ou le projet au niveau de l'Assemblée et on s'arrête là. J'estime que maintenant, plus que jamais, il est important que toutes les couches de la République se prononcent par rapport à cela et ça fait, le bien fondé, ça donne le bien fondé de la participation de tous. Deuxième chose, c'est que j'ai toujours horreur lorsque j'écoute, cher ami, le montant qu'on alloue à notre budget. 7 milliards 7 milliards de dollars. Et vous savez que le Congo, c'est 4 fois la France. Je ne vais vraiment pas revenir sur le budget de la France parce qu'il ne faut pas comparer les incomparables. Prenons le cas de l'Angola qui a 43 milliards de 48 dollars. 48 milliards de dollars. Avec une population de 12 millions d'habitants. 12 millions d'habitants alors que nous sommes 70 millions d'habitants. Et l'Angola a la même taille que la province du Nord Kivu. L'Angola a la même taille que la province du Nord Kivu. J'allais dire moins que l'Équateur, moins que la province orientale, moins que le Bandundu, moins que le Katanga. Et donc, l'Angola, c'est pratiquement un district chez nous. Et dispose aujourd'hui de 48 milliards de dollars. Et vous savez que l'Angola, effectivement, il a du pétrole. Ça c'est évident sur la côte atlantique, c'est ce qu'on appelle le plateau continental. Donc, il partage avec le Congo, qui dispose d'un quart. Et j'aurais souhaité naturellement savoir qu'est-ce que cela représente en termes de contribution par rapport à notre budget. Il me semble que c'est maigrichon. J'allais dire que c'est nul. Et l'Angola, lui, aujourd'hui, dispose 48 milliards de dollars. Il faut y aller.
vous allez voir comment on est en train de bâtir les routes, on est en train de bâtir les bâtiments publics, on est en train pratiquement d'avancer. Vous avez même suivi à un moment donné que le Portugal a des problèmes aujourd'hui sur le plan économique. C'est l'Angola qui doit venir à la rescousse. Bien entendu, bien entendu. J'allais vous dire que Kinshasa, pour notre pays, c'est 4 fois la République de Luxembourg. Je crois que c'est le royaume. Le royaume de Luxembourg. Et donc, on est dans cette situation-là. Et le Luxembourg, vous savez, je n'ai jamais vu un pays extrêmement développé. Et donc, on aurait pu faire avec la commune de Kimanseke, on aurait pu faire avec les différentes communes de la ville. Parce qu'effectivement, ça ne représente que la commune. Hein, c'est 2000 km². Pourtant, la commune de Kimanseke, c'est 2300 km². Et donc, c'est vraiment regrettable. Et lorsqu'on a 7 milliards, on a l'impression qu'on a fait beaucoup d'efforts. J'ai suivi à l'époque. Mais il faut ici préciser que dans le 7 milliards, les 4 milliards seront mobilisés par le gouvernement congolais, alors que nous devons tendre la main aux partenaires extérieurs pour nous supplier donc avec 3 milliards de dollars. C'est une précision. Et c'est ça, monsieur le journaliste, parce que même à l'époque du Premier ministre Mozito, j'avais vu et j'avais suivi à un moment donné, il s'est vanté d'avoir ramené le budget d'1 milliard à 7 milliards. Donc, il est en train, dans l'histoire de la République, d'avoir fait cette performance. Alors moi, le problème qui m'intéresse et qui visiblement constitue pour moi une préoccupation, c'est que si hier, avec Mobutu, on n'avait pas dépassé le seuil d'1 milliard, mais on avait quand même la société de transport aérien, on avait la société de transport maritime, on avait la société ferroviaire, transport en commun, etc. Les étudiants étaient payés, ils avaient la bourse, il y avait la restauration, etc. Aujourd'hui, on a 7 milliards, mais on n'a pas l'impression que, visiblement, les secteurs de la société sont touchés. Ça veut dire, en fait, qu'il y a des choses importantes. Il y a ce qu'on peut appeler le budget nominal et le budget réel. Si on a critiqué la Deuxième République d'avoir pas fait de performance sur ce plan-là, je suis en train de me poser la question aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Dès lors que même les bâtiments publics ne sont pas en fait en couleur nouvelle, etc. Et ça pose un problème. Regardez, parce que nous avons parlé de l'Angola qui a 48 milliards de dollars. Mais il y a un panel de professeurs qui ont réfléchi dans notre pays et qui, visiblement, sont arrivés à des conclusions que si on arrête la corruption dans notre pays en proportion de 30%, on peut aller avec un budget, une année après, avec un budget de 55 milliards de dollars. Ici, dans notre pays? Dans notre pays, lorsqu'on arrête la corruption en proportion de 30%. Ça veut dire, en fait, lorsque toutes les structures de dissuasion se mettent en route, lorsque je prends le Parlement qui doit quitter les logiciels de la quête de résonance pour visiblement faire son travail de monitoring et de demande de redevabilité aux institutions de la République, lorsque la Cour des comptes fait son travail, lorsque l'inspection générale des finances fait son travail, lorsque le service d'intelligence, que l'on appelle généralement le service de renseignement, j'allais dire, lorsque la justice indépendante se met en route, lorsqu'on a des citoyens responsables, encore qu'on mette en place des arrangements institutionnels qui permettent à ce que le citoyen fasse véritablement le monitoring, on aura un budget de plus de 55 milliards de dollars dans ce pays. Je vous donne juste l'exemple. Regardez à l'époque, dans les années 60, lorsqu'on est cédé à l'indépendance, vous savez que le secteur agricole apportait 44% des recettes en devises. 44% des recettes d'exportation en devises. Aujourd'hui, c'est zéro. Aujourd'hui, hier, nous avons mis 169 sociétés. 169 sociétés agricoles. Aujourd'hui, ça ne représente même pas 2%. Le budget maintenant qu'on alloue dans le secteur agricole, quelqu'un disait que bon, on a donné 23 à 32 millions. Ok, ça représente combien? On n'atteint même pas 1% de ce qui représente les besoins, etc. Ça pose problème. Et alors maintenant, je pense qu'il y a des secteurs pour lesquels ça peut nous générer des ressources. J'entendais un député dire que bon, le secteur minier, et vous savez que le secteur minier, c'est pratiquement la richesse de prédilection que Dieu nous a donnée. Et aujourd'hui, on n'est pas au-delà des 150 millions en termes de contributions dans le budget national. Ça, c'est un problème. Et nous avons combien? Plus de 200 sociétés
minière dans notre pays. Alors, donc vous voulez dire que c'est un budget asthénique, sans ambition. Est-ce qu'il se poserait quel problème? Est-ce que c'est un problème de volonté politique ou un problème d'imagination, justement pour que des volontés politiques, juste pour booster, faire un déclic pour que les choses aillent Les deux chers frères. Il y a un problème de volonté. La volonté, c'est qu'il faut véritablement fouiller partout. Il y a combien d'actes générateurs de rester dans notre pays? Quel est leur taux de perception? Et quelle est notre capacité de mobilisation? Il me semble que lorsqu'on a un minimum de volonté, on peut accélérer les différents boutons et on peut avoir des résultats. Mais il y a aussi un problème d'imagination, cher ami. J'étais dernièrement aux États-Unis. Non, il ne faut pas parler des États-Unis. Non. Je donne juste une référence. Oui. Dans une commune d'1 million d'habitants, Kimbaseke c'est 1,4 million, cette commune a un budget de 4 milliards. Et vous savez pourquoi? Simplement parce qu'on y a mis ce qu'on appelle des sociétés qui génèrent des ressources au niveau de la commune. C'est un problème d'imagination. C'est un problème d'imagination. On peut avoir une société de transport au niveau de la commune. Vous avez 1,4 million habitants. S'il faut avoir l'impôt foncier, vous en aurez combien? Et il faut regarder le budget, par exemple, de la commune. Quel est le budget de la commune? On n'atteint pas 100 millions de dollars. Non, 100 millions de dollars, c'est beaucoup. Je parlais de 100 000 dollars. Parce que c'est à peu près 100 millions de francs congolais. C'est cela. Donc, il y a un problème d'imagination. Mais les communes ne gèrent pratiquement rien dans notre pays. Tout est centré au niveau de l'hôtel de ville, à telle enseigne que même les petits trous qu'on peut boucher par le bourgmestre, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est ça justement, c'est le problème d'imagination. On ne peut pas prétendre à partir de Kinshasa gérer une république mastodonte comme le Congo. On a mis en route ce qu'on peut appeler la politique de décentralisation. Il faut donc restituer la République aux citoyens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme nous pouvons avoir aujourd'hui 500 communes, en tout cas, lorsqu'on regarde les décrets du Premier ministre qui ont été révisés, etc., nous avons près de 500 communes, nous avons plus de 100 villes, nous avons plus de 767 secteurs et chefferies. Mais écoutez, il faut restituer les prérogatives à ces entités. Et chaque entité doit fonctionner comme une république. Et la capacité de la République, c'est d'avoir un programme, d'avoir un budget. Vous savez que lorsqu'on a même le budget qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est un budget qui renferme essentiellement l'expertise au niveau national, on essaie de faire le montage, etc. On aurait pu aujourd'hui déterminer en se disant, bon, nous avons autant de villes, 100 villes, ok, chaque ville apporte combien? Chaque province apporte combien? Chaque territoire, chaque secteur apporte combien? Parce que ce sont des entités qui ont la personnalité juridique et susceptibles de poser des actes de droit. Ça, on pouvait faire la sommation de l'ensemble de ce qui représente. On aurait plus de 7 milliards. Mais aujourd'hui, il n'y a que le gouvernement central qui a la prétention de booster les développements sur l'ensemble de la République. Et pourtant, si on a aujourd'hui opté pour la décentralisation, simplement parce que ce gouvernement n'a jamais été capable de pouvoir relever le défi de la pauvreté dans notre peuple. Alors maintenant, au lieu qu'on accélère la décentralisation, au lieu qu'on responsabilise les entités, qu'on transfère les compétences, qu'on transfère le pouvoir, qu'on transfère les charges et qu'on donne la possibilité à différentes entités qui ont des personnalités juridiques d'apprendre comment gérer, d'apprendre comment se prendre en charge, qu'on organise les élections municipales, urbaines et locales pour qu'à chaque niveau d'atterrissage, on constate justement une sorte de prise en charge pour booster l'ensemble de la République. Le gouvernement central croit, parce qu'ayant des experts, parce que semble qu'il y a des ministres sur lui, etc., croit pouvoir couvrir l'ensemble du territoire national. Et 7 milliards, c'est sans ambition. Sans ambition, parce que vous avez un pays comme le Gabon, avec 1 300 000 habitants, avec un budget de 9 milliards de dollars. Ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Alors qu'est-ce que le Gabon dispose? Je m'excuse beaucoup, il faut que je termine par là, monsieur. Le Gabon dispose de la forêt. À quelle proportion? À quelle proportion? Et nous avons 145 millions d'hectares de forêt. Nous avons la capacité de pouvoir transformer, 6 à 10 millions de mètres cubes de bois par an. Et nous avons des potentialités de 500 millions de mètres cubes de bois. Qu'est-ce qu'on en fait? Et pourtant, aujourd'hui, en termes de contribution dans le produit intérieur brut, c'est 0,7%. C'est cela ce que nous recherchons en termes d'imagination. C'est cela ce que nous recherchons en termes de créativité. Chers amis, vous ne pouvez pas imaginer. L'article 89 du Code forestier donne la possibilité, non seulement aux exploitants forestiers de payer de l'argent
au gouvernement de la République à travers les différentes taxes, des superficies, d'abattage, des redevances proportionnelles, etc. Mais aussi donne la possibilité à ces sociétés de pouvoir répondre aux besoins socio-économiques des communautés de base. Et moi, j'ai essayé de faire l'analyse d'un certain nombre de contrats, de conventions qui ont été signées. Mais j'ai vu dans des endroits où vous avez un secteur, mais avec des millions de dollars potentiels à verser. Mais il y a une politique qui consiste à rassembler cet argent au niveau de l'entité et faire une programmation qui permette de pouvoir répondre aux préoccupations. On est là en train de travailler de manière isolée. Les communautés travaillent dans les manières en négociant avec les exploitants. Le secteur qui est piloté par les chefs de secteur, lui aussi, il a son programme, encore que généralement 98% de nos secteurs n'ont pas de programme et ils ne sont pas contrôlés, etc. Et tout cela, ces dysfonctionnements-là, qui est le résultat de ce qui représente l'absence d'un leadership transformationnel, innovateur, j'allais dire visionnaire. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous croyons avoir réalisé 5 milliards d'un budget, encore que la capacité de mobilisation, c'est 5 milliards, mais je dis que 4 à 5 milliards, mais je dis que ce sont des moyennes statistiques. Ce n'est pas le fait qu'on ait dit qu'on aura 5 milliards ou 4 milliards, qu'on aura mobilisé 5 milliards. Vous savez, les taux de volatilisation de l'argent, les littératures est très abondante par rapport à cela. C'est 85% de ce que représente les recettes générées par l'État qui sont volatilisées entre les mains des individus, etc. Donc, ce manque d'ambition, cette absence de leadership visionnaire, innovateur, inspirateur, motivateur pour bouger la République, ça, c'est un grand défi. Grand défi non seulement au niveau national, mais c'est au niveau provincial, au niveau local. Mais où se situe maintenant la part des responsabilités? Parce que je vois qu'il y a plusieurs premiers ministres qui se sont succédés là-bas. Si nous prenons le gouvernement de Joseph Kabila, depuis 2006, ça fait déjà 3 premiers ministres qui se sont succédés. Mais comment on ne parvient pas toujours à nous donner ne fût-ce que 30 ou 40 milliards de dollars pour un budget? Cela est dû à quoi? Mais monsieur, vous savez que, monsieur le journaliste, généralement, lorsqu'on amène les prévisions budgétaires au niveau de l'Assemblée, il arrive de fois à l'Assemblée, il dit non, on a sous-estimé. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque ça rentre, vous allez voir, la DGI vous dit non, nous on a prévu 5 milliards, 2 milliards cette fois-ci, mais nous sommes allés au-delà jusqu'à 3 milliards. La douane va vous dire aussi 3 milliards. Etc. Pourtant, on a prévu 1,5 milliard. Quelle performance? Et les gens vous demandent des primes, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'amateurisme au niveau de l'élaboration. Il y a l'amateurisme. Non seulement l'amateurisme, mais il y a une volonté volontariste de s'accaparer des richesses de la République. C'est très important. Et donc, même lorsqu'ils font voir qu'ils ont réalisé 3 milliards au-delà de 1,5 milliard prévu, attendu, etc., oui. eh bien, écoutez, rien n'empêche qu'ils aient réalisé 6 milliards ou 10 milliards qui, en réalité, entrent dans les poches des individus. C'est très important. Et deuxième chose, cher ami, il existe une littérature abondante où on vous informe que on est très calqué par rapport à notre culture ancestrale qui était celle de la cueillette. La cueillette. On va à la forêt, on essaie de ramasser les chenilles, les morceaux de bois, les champignons et on vient, on mange. Mais on n'a pas la capacité d'imagination, la capacité de créativité de transformer ce qu'on est en train de ramasser ou ce qui existe. Regardez, vous avez les différentes sources de revenus dans notre pays. C'est la douane. Vous savez que c'est perceptible, c'est facile de taxer à la douane et d'avoir des moyens. La DGI, la même chose. Oui. Mais regardez l'ordonnance du président de 2004. Ça vous reprend les actes générateurs de recettes. Combien de taxes aujourd'hui sont mobilisables? Et je vous dis que 68% de ce qui est prévu ne sont pas mobilisés. Tout simplement parce que les gens veulent la facilité. Et lorsqu'on mobilise, la littérature montre que 65% n'entrent pas dans les trésors. Et ce qui entre dans le poche des individus. Alors, quelle serait aujourd'hui, pour terminer sur ce chapitre, quelle serait aujourd'hui la solution ultime pour que nous puissions avoir un budget, pas ce qu'on j'ai appelé un budget asthénique, sans ambition, mais atteindre ne fût-ce que le budget de survivance ou soit le budget de développement? Parce que jusqu'à présent, on n'est pas... Aujourd'hui, le Premier ministre... Le Premier ministre... En 2 mots, là, vous avez que 2 secondes pour... Okay. Oui. Le Premier ministre a le profil, a le background, mais il doit sortir de l'approche sectorielle axée sur essentiellement la macroéconomie. Aujourd'hui, le pays doit être géré de manière systémique. Il faudrait que, dès lors qu'on est en train de vouloir mener une approche économique,
N'oubliez pas qu'on a une approche humaine, il faut une administration forte, il faut pousser à la création des entreprises pour générer des ressources. Et ça, on a besoin vraiment véritablement du Premier ministre qui travaille en collaboration avec les différents sous-systèmes qui peuvent assurer la performance du grand système. Et le vrai sous-système, vous avez l'inspection générale des finances, il faut le réhabiliter. La Cour des comptes, il faut savoir la réhabiliter, lui donner les moyens pour que véritablement les comptes de l'État soient bien suivis. Il faut que le Parlement, j'allais dire l'Assemblée nationale, et le Sénat fassent véritablement le travail. Il me semble qu'il doit sortir de la logique de la quête des résonances, etc. On en a observé. Et il faudrait également que le travail technique se fasse, parce que les discours qu'on entend, ils sont trop philosophiques, au lieu qu'on y arrive à fouiller ce qui peut aider notre pays aujourd'hui. Il faudrait que l'ANER, un service de renseignement, il faudrait que la société civile, il faudrait que le gouvernement, tous comme un seul homme, disent plus jamais ça, et qu'ensemble nous puissions voir dans la même direction, dans la perspective d'un scrutine de surveillance mutuelle. Encore qu'il faut accepter cette surveillance, parce que lorsqu'on n'accepte pas, on va toujours considérer que 7 milliards c'est beaucoup, et pourtant 7 milliards ne représentent rien s'il faut couvrir l'ensemble de notre peuple. Voilà, 7 milliards, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas à la dimension ou à l'ambition même de notre pays, parce que là, nous n'avons pas encore atteint ce qu'on appelle le budget de survivance, encore moins le budget de développement. Un effort doit être fourni en ce sens-là, d'autant plus qu'il y a certains pays qui ne représentent pratiquement rien face à nous, un grand pays avec toutes les potentialités, mais avec un budget qui n'est même pas l'égal de ce que nous présentent certains pays de l'Afrique centrale. Il faudrait commencer par là. Alors, le deuxième sujet, c'est la CENI, et là, on a demandé la restructuration de la CENI, un combat que vous, de la société, acteurs de la société civile, vous battez justement pour être là. C'est pour apporter quoi? Bon, ce n'est pas seulement pour apporter quelque chose, mais c'est aussi une façon de respecter le partage des responsabilités, le partage des rôles. Nous sommes dans une société, et vous savez, le capital social, j'allais dire la gouvernance, suppose l'existence d'une multiplicité d'acteurs qui fonctionnent dans un système et qui se répartissent les rôles. Et les sous-systèmes fonctionnant dans le système, vous avez l'État, avec les différentes institutions, et ceux qui gèrent l'État, les différentes institutions, sont ceux qui gagnent les élections, et il y a une majorité pour. Le rôle, c'est de gérer les quotidiens et de donner des réponses de qualité à notre peuple. Et vous avez les partis politiques, et le rôle, c'est véritablement d'apporter une critique et de pouvoir prévoir un jour à l'alternance. C'est très important. Et vous avez, pour terminer, la société civile. Ici, vous avez le secteur du marché, notamment les entreprises, vous avez les ONG, vous avez les syndicats, vous avez l'association des corporations professionnelles, les journalistes, etc. Et donc, il y a une répartition des rôles. Les partis politiques travaillent dans le sens de conquérir et exercer le pouvoir. Le gouvernement de la République travaille dans le sens de répondre au vécu quotidien. Et la société civile travaille dans le sens de faire le monitoring, faire un contrôle citoyen, mais aussi s'occuper de l'éducation de l'ensemble de notre peuple. C'est très important. Et donc, on s'y trouve en situation, pour ce qui concerne la CENI, que la CENI est un organisme public, mais d'appui à la démocratie. Le travail d'appui à la démocratie, c'est un travail qui est réalisé par la société civile. Vous n'êtes pas sans ignorer combien de séminaires sur la démocratie, depuis les années 90. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il existe des associations électorales aujourd'hui, qui font ce travail d'observation et qui ont une expérience non seulement congolaise, mais africaine et internationale. Vous avez des associations qui s'occupent des questions des droits de l'homme. Vous avez des associations qui s'occupent des questions de développement rural. Vous avez des associations qui s'occupent de la question ouvrière. Et donc, toutes ces associations ont un rôle d'appuyer la démocratie. On se trouve dans un jeu où il y a d'une part une équipe qui s'appelle le gouvernement de la République, dominé par sa majorité, et vous avez d'autre part l'opposition, qui font partie des partis politiques, et vous avez l'arbitre, la société civile. Alors maintenant, lorsqu'on a la CENI, et que le jeu est joué entre le pouvoir et l'opposition, il faut un arbitre. Et l'arbitre naturel, c'est la société civile. Celui qui est aujourd'hui à la tête de la CENI, il est l'émanation de la société civile. Attention, attention, attention. Celui qui a la CENI n'est pas l'émanation de la société civile. Celui qui a la CENI, c'est essentiellement acteur politique de la majorité qui a été désigné par la majorité pour occuper ses responsabilités. Il faut bien comprendre la théorie de dédoublement des fonctions. La théorie de dédoublement des fonctions, ça veut dire quoi? On peut être pasteur, mais on est acteur politique. C'est très important, ça. C'est fondamentalement scientifique. Donc, lui n'a pas été désigné là simplement parce qu'il est pasteur. Il a été désigné parce qu'il a des accointances, il est de l'obédience de la majorité. En tant que tel, garantissant leurs intérêts, ils l'ont placé là-bas. Et il devra jouer le rôle de caisse de résonance.
C'est très important. Donc, il est loin de ce que représentent les ambitions. Mais en 2006, vous avez eu la société civile au sein de la structure de la CEI. Mais malgré tout cela, les élections ont été contestées. Il y a le perdant qui n'ont pas accepté ce que la CEI a publié comme résultat. Donc on le sait. Est-ce que cela est dû à quoi? Parce qu'on voit dans d'autres pays, le dernier exemple c'est les États-Unis où le président, en fait, le candidat président Ronny a justement reconnu qu'il était perdant et il a dit « Ma femme et moi, nous allons prier pour le président Obama ». Donc, quand est-ce que nous atteindrons ces niveaux-là, nous, au niveau du continent africain? Nous devons nous revisiter, nous devons nous travailler chaque jour. C'est important. Nous devons regarder le miroir chaque jour. Mais nous devons accepter que nous sommes au 3e millénaire et qu'il existe des défis aujourd'hui qui, visiblement, demandent à chaque peuple de faire des sacrifices, de s'acclimater, de s'adapter par rapport à ces paysages politiques nationaux et internationaux. C'est très important. Et donc, lorsqu'on est dans une société où les dirigeants de la République n'ont pas les ambitions de ce que représentent les défis mondiaux aujourd'hui, ça pose problème. Lorsque la classe politique, visiblement intériste, mercantiliste, ne sait pas que tous ils sont responsables de ce que peut représenter la performance de la République, on a des problèmes. Regardez, lorsqu'on se trouve dans une société où l'on veut véritablement booster le développement, mais cette société devra chercher des éléments qui soient capables de pouvoir assainir les choses et faire avancer la République. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, en 2006, il y a eu des membres de la société civile qui ont piloté la CNI. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas constaté en termes de résultats? Ces membres de la société civile sont souvent achetés par... Mais qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que si vous entrez là-bas, vous ne serez pas acheté par le pouvoir? Excusez. Je ne prête pas l'intention au pouvoir, mais j'ai dit ça, par exemple. Je voudrais simplement dire qu'il faut que le pouvoir, si véritablement il a la vocation de transformer notre pays, qu'on arrête avec cette pratique immorale qui a tendance à acheter les uns les autres pour travailler à leur obédience. Ce n'est pas correct et le pays n'avancera pas. Non seulement on est en train de domestiquer l'immoralité, mais on est en train pratiquement de faire reculer la République. Alors aujourd'hui, quelle est la garantie? Oui, la garantie d'aujourd'hui, c'est que lorsqu'on se met d'accord sur le principe de partage de responsabilités, le principe de partage de responsabilités qui donne la possibilité à la société civile de se choisir le meilleur d'entre eux, je pense que ces hommes-là, qui ne seront pas l'émanation de la classe politique, qui seront l'émanation de ce que représente la société civile et toute différence de sa configuration, je pense qu'on peut prétendre, encore qu'à l'intérieur de la société civile, il y a quand même des hommes et des femmes. Mais où trouver, évidemment, où trouver ces oiseaux rares au sein de la société civile? Parce qu'en 2006, on a eu un prêtre de l'Église catholique qui a dirigé là-bas, et tout le monde le sait, on l'a traité de tout. Aujourd'hui, c'est un méthodiste qui est là, et vous voyez un peu ce que ça a donné. Où maintenant trouver cet oiseau rare de la société civile pour placer là-bas, qui vous pensez qu'il ne pourra pas être corrompu? Aujourd'hui, cher ami, c'est le slogan qui est dans nous, et une obligation aujourd'hui, c'est de payer le droit à la contestation pour dire plus jamais ça. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on a vu le président de la CNI, la CI en 2006, on voit le comportement du président de la CNI en 2011, on réalise finalement que la classe politique s'est très mal comportée. Très mal comportée parce qu'elle s'est servie naturellement des acteurs de la société civile. C'est comme ça qu'aujourd'hui on dit qu'il n'y a plus personne à la société civile. Je vous dis qu'aujourd'hui, il existe tout de même à l'intérieur des églises des personnalités quand même de grandes dignités, de grandes responsabilités. En dehors des églises, à l'extérieur, il y a aussi des hommes et des femmes qui sont capables de relever le défi. Mais encore que chacun dise, paye le droit à la contestation pour dire on ne peut plus nous appiétiner, nous mettre le bâton dans le roue, que chacun fasse son travail de manière indépendante et que le Congo bénéficie de la prestation de tout un chacun. Et ça doit être la vocation et le défi des hommes politiques. Parce que c'est eux, aujourd'hui, qui sont à la base de la catastrophe que l'on est en train de vivre dans notre pays. Et si les hommes politiques prennent conscience, je salue qu'on est en train d'entrer dans beaucoup de réseaux internationaux, et ces réseaux ont des valeurs, etc. Et s'ils adhèrent à ces valeurs, je pense qu'ils vont craindre l'immoralité, qui visiblement est devenue comme une denrée alimentaire dans la gestion politique de notre pays.
Et moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il existe des hommes et des femmes, que ce soit dans le monde scientifique, le monde académique, que ce soit dans le domaine de la consultance. Il y a de grands experts de la société civile, dans de grandes institutions internationales, qui ont fait preuve de grandes compétences, de grandes vocations. Et il faut savoir les identifier. Encore qu'il faut en avoir la volonté. Il me semble que cette préoccupation d'avoir des expertises dignement, moralement bien aguerries, c'est ça pas la préoccupation de la classe politique. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils doivent avoir le bénéfice de doute. Je pense que tout le monde est en train de payer les droits pour dire plus jamais ça, et que demain, ça soit le Congo d'excellence. Au lieu qu'on trouve une minorité de personnes appelées excellence, mais il faut qu'il y ait un pays d'excellence. Paysans excellents, journalistes excellents, professeurs excellents, ministre excellent, député excellent. Et c'est de cette manière-là que acteurs de la société civile excellents. Et puis, pourvu que, mais le mal, c'est que quand on vient pauvre, et quand on sort riche parce qu'on est corrompu quelque part. Voilà, c'est ça le mal. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un point final à cette émission. Merci d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Prenez rendez-vous avec nous dans nos prochains numéros. Merci. Bonsoir chez vous.